Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient également à cœur, puisqu'il s'agit de la pathologie intitulée cholestase gravidique, également appelée cholestase intrahépatique gestationnelle en fait. Il s'agit de cholestase qui concerne uniquement la grossesse, donc des maladies vraiment transitoires du foie. Pourquoi c'est important? Et déjà, avant que je détaille de quoi il s'agit, en fait, je tenais vraiment à faire un warning donc sur le fait que déjà, je ne suis pas médecin, je suis patiente et j'ai eu 2 cholestases gravidiques. Et c'est surtout que j'aimerais informer toutes les mères, les futures mamans, les femmes enceintes ou qui ont le projet de l'être, car c'est une maladie qui, si elle passe inaperçue, peut être fatale pour le fœtus, pour le bébé à naître, beaucoup moins pour la mère. Par contre, il y a des risques quand même in utero, pas forcément très courants, mais il y en a. Par exemple, pour ma première grossesse, mon fils s'est retrouvé en souffrance fœtale, à avoir relâché du méconium dans le liquide amniotique et il était également en bradycardie par moment. Donc ce n'est pas du tout à ignorer, hein. Voilà. Je sais pas si je suis pas trop proche, trop près. Bon, j'ai pas vraiment rangé derrière. On va essayer de faire avec. Donc cette pathologie, en fait, le premier symptôme le plus courant, c'est des démangeaisons. Voilà, c'est ce qu'on appelle le prurit. Les démangeaisons, vraiment, ça peut être sur tout le corps, les bras, les pieds, les jambes. Moi, c'est vrai que c'était vraiment particulièrement au niveau des pieds et des jambes. Et je ne sais pas pourquoi, plus intense vraiment la nuit. Euh, donc c'était assez euh, étrange, voilà. Mais j'aimerais vraiment que toutes les femmes de France ou d'ailleurs soient informées de cette maladie pour y faire quelque chose. Si on ne sait pas, quand ça nous démange, qu'il y a cette maladie qui existe, en fait, on risque pas de demander de l'aide. Voilà. Donc la cholestase gravidique, c'est une... donc... ce n'est pas une hépatite, c'est-à-dire que ce n'est pas une inflammation du foie. Par contre, c'est quand même ce qu'on appelle une hépatopathie. Corrigez-moi bien sûr si je me trompe. Une hépatopathie, donc une maladie qui concerne quand même le foie et les voies biliaires. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec cette maladie? Je ne sais pas par quel tour de passe-passe le corps se met à faire passer des acides biliaires qui normalement passent vous voyez, dans les voies biliaires, l'intestin, etc. Ces acides biliaires-là se mettent à passer dans le sang et c'est ça qui est toxique pour le fœtus et c'est ça qui démange énormément les mamans, notamment donc le soir ou la nuit. Je vais essayer de me recentrer. Je me mets debout, vous avez vu aujourd'hui, parce que je me dis que je suis trop assise et au moins ça me fera toujours un petit peu de mouvement. Voilà pour cette pathologie. Alors en termes d'épidémiologie, donc on est sur... moi j'avais tendance à dire que c'était quand même une maladie plutôt rare. Or on sait quand même aujourd'hui que ça touche à peu près 1% des grossesses dans le monde, avec de grandes disparités en fonction des régions. Par exemple, en France, je crois que c'est entre 0,1 et 1% des grossesses qui vont être concernées. Alors que dans d'autres pays d'Amérique latine notamment, comme au Chili ou je crois également en Bolivie, où la prévalence de la maladie est beaucoup plus forte et où ça peut toucher jusqu'à parfois presque 30% de certaines populations indigènes, en fait, de vraiment de très localement, mais voilà. En tout cas, au Chili, je crois que la moyenne est à 15%, ce qui est énorme, en fait, et on fait une maladie très courante là-bas. Donc, et pour cause, en fait, c'est que c'est une maladie qui aurait pour origine une mutation génétique. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve plus dans certaines régions du monde que d'autres. On retrouve aussi en Europe plutôt les pays de l'Est. Donc peut-être que moi, il y a une incidence sur mes origines polonaises parce que j'ai toute une partie de ma famille
vraiment qui est purement polonaise. Donc peut-être que ça peut venir de là. En tout cas, tous ces pays de l'Est, plutôt Pologne, je sais pas en vrai, mais plutôt tout ce qui était Russie, Biélorussie, les pays un peu baltes. Voilà. Les gènes concernés, alors moi je pense qu'à l'époque on m'avait pas fait de recherche là-dessus. Par contre les gènes concernés, donc ce sont les ABCB11 et les gènes ABCB4. Voilà, c'est le gène MDR3. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je n'en sais pas plus. Donc j'en ai parlé donc des signes cliniques, les démangeaisons. On peut aussi avoir un ictère, c'est-à-dire une jaunisse. Personnellement, je me souviens pas du tout d'avoir eu ces symptômes-là, à part vraiment le prurit. Et c'est moi qui, en cherchant sur Internet, du coup, qu'est-ce que ça peut être, ça me démange, etc., qui ai découvert que c'était ça. Et donc, j'en ai parlé à mon médecin de l'époque. Voilà, d'autres signes cliniques... je peux pas dire, je crois que ça pourrait être comme dans toute hépatopathie un petit peu perte d'appétit, peut-être des nausées, voire peut-être des vomissements, des selles un peu claires. Voilà, le diagnostic de la maladie se fait par une prise de sang qui va analyser donc les taux d'acide biliaire dans le sang. Malheureusement pour les patients, il me semble que c'est toujours une prise de sang qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, à l'hôpital, personnellement, une fois que j'ai été hospitalisée, parce que j'étais suivie de près, une fois que j'ai été hospitalisée, tout était pris en charge. Je n'ai jamais eu à payer dans le cadre de l'hôpital, en tout cas. Donc voilà, une prise de sang. Désolée pour les grincements, c'est mon chat qui fait sa petite toilette sur son petit arbre à chat qu'il soit à moitié cassé. Ce n'est pas un... voilà. Uno. Merci. Lui de se dire mais pourquoi elle me dérange, je fais ma toilette, bon sang. Il existe un traitement de cette pathologie qui est... je l'ai noté parce que forcément à retenir, l'acide urso-désoxycholique. C'est un petit peu barbare comme nom. Le nom commun, courant qu'on peut trouver en pharmacie, c'est par exemple, je crois que c'est le Délursan ou Délursan et l'Ursolvan. De mémoire, j'ai pris peut-être bien les deux. Peut-être plus l'un pendant la première grossesse, peut-être le Délursan et l'Ursolvan, je me souviens bien que c'était pendant la deuxième grossesse. Voilà. Que dire d'autre ? En fait, le traitement va permettre de, je crois, mieux diluer les acides biliaires ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas certaine exactement du mode d'action du traitement. En tout cas, ça fait baisser les acides biliaires en général et ça réduit le risque de mort in utero des enfants. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un risque... à prendre à la légère. Généralement, chez les femmes atteintes, donc durant leur grossesse, il va être proposé un déclenchement de la grossesse avant la fin du terme. Je me souviens plus exactement du nombre de semaines où ça devenait plus dangereux. Il me semble que c'était au-delà de 37 ou 38 semaines d'aménorrhée. Donc pour mon premier enfant, de toute façon, je devais être déclenchée 2 jours après. Et en fait, il a commencé à... heureusement, j'ai été donc hospitalisée. J'ai été hospitalisée 3 ou 4 semaines pour mon premier enfant, puisque la maladie donc, s'était déclenchée durant le 3e trimestre de grossesse. J'avais des monitorings tous les jours, des échographies régulièrement. Il est à noter que certains disent que les échographies et les monitorings n'ont pas vraiment d'intérêt pour la survie du bébé. Moi, je dirais que ça a quand même sauvé la vie de mon fils. Maintenant, c'est pas un avis médical que je donne, c'est juste un ressenti de maman. Dans le sens où si on ne m'avait pas fait des monitorings matin et soir, voire même peut-être matin, midi, soir, je me souviens plus. Mais si on ne m'avait pas fait des monitorings matin et soir, eh bien, on n'aurait pas pu détecter la bradycardie de mon enfant,
puis je n'aurais pas pu être surveillée de façon plus poussée, c'est-à-dire que ensuite j'ai été sous monitoring toute la nuit et vraiment ils supportaient plus, ils ont essayé de déclencher des contractions, c'était de pire en pire et heureusement que du coup j'ai eu une césarienne en urgence parce qu'en fait il avait commencé à relâcher du méconium, qui est donc les premières selles du bébé, vous savez, ces selles bien noires et gluantes. Donc j'ai commencé à relâcher du méconium, pas moi, mon enfant a je suis perturbée parce que je vois une voisine qui me regarde et qui doit se dire qu'est-ce qu'elle fait avec son micro. Donc du coup, mon enfant a commencé à relâcher du méconium dans le liquide amniotique et ce qui peut fortement impacter les capacités respiratoires à la naissance du bébé. Voilà. Et d'ailleurs, il a fallu que les équipes médicales aspirent une partie du méconium dans son nez et dans ses voies respiratoires. Voilà. C'était d'ailleurs la première image que j'ai vue de lui. Je lui ai dit il n'y a pas longtemps. Vraiment la première image que j'avais eue de lui quand on me l'a montré et qu'on venait de le sortir de mon ventre, c'était son nez là il avait sorti 2 traits comme ça verdâtre noir. Je m'étais dit waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc c'était le méconium, donc ils sont partis aspirer tout ça. Après, il n'a pas spécialement eu de soucis par rapport à ça, si ce n'est qu'il a eu des gros problèmes de colique, de colique. Vraiment, c'est un bébé qui a énormément pleuré. Après, il faut dire que quand on a des grossesses sous tension comme ça, je pense que les enfants ressentent probablement énormément de stress. Donc, en tout cas, si vous avez cette pathologie-là, essayez de vous détendre un maximum. C'est vrai que ça ne sert à rien d'être stressé ou d'être anxieux par rapport à ça, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par là. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'à partir du moment où la pathologie est détectée, à partir du moment où vous êtes suivi, que vous avez le bon traitement, les choses sont un petit peu plus maîtrisées. Même s'il peut arriver des choses, le fait d'avoir des monitorings réguliers, de pouvoir écouter les battements du cœur de votre bébé, ça pourra vous rassurer et puis ça pourra permettre de détecter toute anomalie durant le tracé du monitoring. Donc voilà, j'en ai parlé. Le déclenchement, pour ma deuxième grossesse, j'ai eu une césarienne programmée. Pour le coup, j'étais pas obligée de tenter par césarienne, mais bon, vu que j'ai à nouveau eu une cholestase gravidique, parce qu'il faut savoir que si vous avez déjà eu une cholestase pour la première grossesse, il y a de très 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 fortes chances que vous en ayez une pour la deuxième. Je crois que c'est plus de 90% des cas. Et mon cas était même plus sévère puisque j'ai eu la cholestase dès le premier trimestre de grossesse. Oui. Ma gynécologue me disait que ce n'était absolument pas possible. Et je lui ai dit que moi je reconnaissais tout à fait les symptômes, les démangeaisons, le prurit, c'est très particulier quoi. Je veux dire, ça peut pas vraiment être confondu avec autre chose. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ça m'a démangé un peu de cette façon-là et je me suis dit oh c'est bizarre, j'aime pas trop ça parce que ça me fait penser à ces épisodes-là. Que dire d'autre? Donc sur le fait, oui voilà, j'ai eu une césarienne donc programmée un peu plus de 4 semaines avant le terme. Vraiment, ils n'ont pas voulu. Donc mon fils est né légèrement prématuré. Ça s'est pas très bien passé, mais là parce que, comme j'ai raconté déjà sur une autre vidéo, l'anesthésiste à l'époque a fait une erreur médicale et donc m'a injecté 10 fois trop de morphine lors de l'accouchement. Donc je suis restée 2 jours et demi en salle de réveil. C'était sympa. Et en plus, j'avais quand même pris des risques pendant cette grossesse parce que je voulais à tout prix allaiter mon enfant et j'avais arrêté mon traitement que j'avais pour mon autre pathologie. Donc, je me suis un peu mise en danger quand même pour cette grossesse. Mais je voulais tellement allaiter et du coup, j'ai foiré l'allaitement. Voilà. À partir du moment où vous allez accoucher, si vous êtes atteinte de cette pathologie-là, soyez rassurés sur le fait que ça se remet dans l'ordre puisque c'est une pathologie vraiment spécifique de la grossesse et qui serait due en fait à la réaction du corps aux hormones, aux œstrogènes de grossesse. Donc bien sûr, après avoir eu cette pathologie, je ne pouvais plus avoir de pilules
contraceptive dite classique, normale. Donc j'ai eu des implants, j'ai eu d'autres types de pilules plus à base de, je crois, progestérone. Et depuis donc l'accouchement avec mon dernier enfant, j'ai complètement arrêté toute pilule et j'ai mis plutôt un stérilet au cuivre. Je sais pas si c'est plus ou moins efficace, par contre c'est plus douloureux, mais au moins il n'y avait pas de risque par rapport aux hormones. Voilà. Donc vous serez suivi bien sûr après l'accouchement si vous déclenchez cette maladie, mais voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. J'espère que j'avais pris quelques toutes petites notes en me disant que, voilà, que je n'oublierai peut-être pas certaines choses. Voilà. Les traitements, les prises de sang. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, c'est pas une maladie non plus très courante en France, mais ça arrive. Et il faut surtout savoir que le signe vraiment principal, ça va être ces démangeaisons, ce prurit qui est vraiment, je vous assure, insupportable la nuit. Et je sais pas, ça me grattait pas la journée, donc ça c'est vraiment très particulier. Pourquoi la nuit ? Voilà, il se passe des choses la nuit. Mais voilà, du coup, n'ayez crainte, surtout parlez-en à votre médecin et qui vous fera les analyses nécessaires. Voilà. Je vous dis à très bientôt.